un parti de la taille du PDCI-RDA, qui est grand, qui est vieux, doit regorger de beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Donc, si vous avez 4, 5, 6 ou même 10 cadres du PDCI-RDA qui veulent justement compétir à Port-Bouët pour le compte du parti, alors qu'il n'y a que 2 sièges, nous sommes donc obligés de les départager en organisant des primaires. Si le PDCI-RDA avait organisé des primaires, je voudrais saluer cela, et ça se passe partout, dans les grands partis, c'est sérieux. Mais ce n'est pas le cas. Bon, on a mis en place un petit comité pour, dit-on, sélectionner les meilleurs d'entre nous. Ça fait pratiquement 8 mois ou 9 mois, 10 mois si je ne m'exagère pas, que le comité a été mis en place, qu'il a fait son travail. On avait dit à l'époque qu'on le ferait assez vite pour que les candidats du PDC soient connus. À ce jour, personne ne sait qui aurait été retenu pour compléter. Et pourtant, dans 1 mois, nous devons aller aux élections. Bon, pour l'instant, voici la situation. Sinon, si ça avait été des primaires, on l'aurait applaudi. Alors, honorable, vous avez été candidat, vous avez été candidat à l'élection présidentielle, et M. Ouattara avait été clair, hein, s'il était élu, il allait donc toucher donc la Constitution, là, d'échanger au moins des articles donc, de cette Constitution. D'ailleurs, à Marcoussis, tous les partis politiques sont tombés d'accord. Alors, aujourd'hui, vous vous êtes opposé avec cette manière de faire. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Alors, comme vous évoquez Marcoussis, c'est bien, puisque c'est quand même l'histoire récente de notre pays. J'ai modestement été quand même en France, même si je n'étais pas à Marcoussis, mais j'ai participé, on peut le dire, à cette phase de l'histoire récente de notre pays. Marcoussis a recommandé, n'est-ce pas, une révision de notre Constitution pour justement extraire de notre Constitution les articles qui posaient problème, notamment l'article 35. Donc, si on fait référence à Marcoussis, alors déjà il y a un problème. Marcoussis n'a jamais recommandé de réécrire une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire. Marcoussis a demandé la révision. Bien. Comment ça se fait que de la révision, nous passons donc à la nouvelle constitution? Voilà la situation que nous vivons. Et si nous voulons donc doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, comme ça se fait un peu partout dans le monde, il y a une procédure. Nous sommes dans une république. La république, c'est par excellence le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Si le peuple ivoirien veut se doter d'une nouvelle constitution, la procédure aurait voulu ou recommandé que, justement, nous allions donc, nous mettions en place, en amont, une assemblée constituante, composée de tous les segments de notre société. C'est-à-dire, mais honorable, déjà en amont, honorable, ce n'est pas... Oui. Mais ce n'est pas la seule manière donc de monter un peu une constitution. C'est pas la seule manière, honorable. Oui, ce n'était pas la seule manière, mais comment donc associer le peuple? Comment donc ne pas donc piétiner le pouvoir du peuple, en se substituant au peuple? En l'espèce, en ce qui nous concerne, c'est de cela qu'il s'agit, puisque Ouattara nomme un comité dit d'experts. Mais le comité d'experts n'a pas l'onction populaire. Il n'a pas de légitimité pour imposer ou pour rédiger une constitution. C'est le peuple. C'est l'affaire du peuple. Plus grave, on fait passer le projet à l'Assemblée nationale. Et pourtant, notre Assemblée nationale, en tout cas pour ce que je sais, sa mission que lui confère la Constitution encore en vigueur, ce n'est pas d'élaborer une nouvelle Constitution ou de contribuer à élaborer une nouvelle Constitution. L'Assemblée du Côte d'Ivoire a 3 missions qui lui sont dévolues et reconnues par la Constitution. C'est voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et adopter des budgets. Voilà qui est la mission de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a fait faire aux députés ivoiriens, ce n'est pas faisable. Et si on l'a fait en Côte d'Ivoire, il n'y a que chez nous que cela est possible. Ça s'appelle un coup d'État constitutionnel. Dans un État républicain sérieux, ça ne se fait pas. C'est pour cette raison que je ne me suis pas
associés à cette procédure. J'ai voulu leur dire que je ne peux pas, moi je ne suis pas poussiste dans l'âme, non seulement je ne m'associe pas à cela, mais pour demain. Je n'ai pas envie que demain, les enfants des autres, eh bien, reprochent à moi, mes enfants, de ce que leur père aurait contribué à vendre aux gens chers dans leur pays. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'acte que j'ai posé à l'Assemblée nationale. Maintenant, vous le voyez, les Ivoiriens sont dans la rue, le jour du vote, c'est le boycott. Eh bien, cette constitution, elle ne fait pas l'unanimité parce qu'on n'a pas recherché en amont l'adhésion du peuple. On veut lui imposer. Or, tout ne s'impose pas au peuple tout de même. Une constitution censée régir la vie d'une nation sur des décennies à venir, le minimum, c'est qu'en restant conforme à notre tradition, on ait recherché au départ le consensus et l'adhésion du peuple. Tel n'est pas le cas. Je suis désolé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bonne ou bien une mauvaise réforme constitutionnelle honorable? Est-ce que vous avez dit que le pouvoir appartient au peuple? Est-ce qu'il n'y a pas plus meilleure manière pour le peuple de s'exprimer que d'aller aux élections? Mais c'est là justement qu'il faut, vous qui êtes aux États-Unis, il faut recourir aux enseignements de président américain, Obama. Ce dont l'Afrique a besoin, ce ne sont pas les hommes forts, mais des institutions fortes. Si les Ivoiriens croyaient bien, avec foi, avec confiance, à leur comité électoral indépendant, à leur CEI, tous seraient allés aux urnes. Mais en Côte d'Ivoire, partout, tous les Ivoiriens vous diront, même si nous votons non, ce sera oui. Il y a une crise de confiance. La preuve, ça fait 48 heures que les Ivoiriens ont fini de voter. La CEI était capable de leur dire ce qui se passe. C'est le flou total, alors que tout le monde sait très bien que les Ivoiriens ont boudé donc cette élection. Vous allez voir les chiffres qu'on va vous montrer. Dans ces conditions, comme on n'a pas confiance à nos institutions, vous comprenez pourquoi les Ivoiriens refusent d'aller aux élections. S'ils avaient foi et confiance en leurs institutions, tout le monde serait parti. Alors, oui, mais, honorable, votre parti s'est associé à... Est-ce que cela ne vous fait pas certainement un militant ou un cadre indiscipliné? Non, pas du tout. Écoutez, moi j'ai de la mémoire. Et aux premières heures de cette affaire, le président Bédié a été clair avec les militants. Il ne s'agit pas d'une nouvelle constitution, il s'agit d'une révision constitutionnelle. Après, on a tergiversé en chemin pour aboutir à l'idée que de toute façon, une révision conduit à une nouvelle constitution. Voilà ce que Bédié a finalement fini par adopter. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce que je viens de vous dire? Moi, je suis un homme cohérent. Et le PDCI RDA a opté très tôt pour une révision constitutionnelle des plus mal poussées. Je ne peux pas accepter par la suite de m'associer à la forfaiture. Ce que fait mon parti aujourd'hui, ce n'est pas défendre la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le PDCI RDA a été fondé pour servir le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Eh bien, qu'en fait mon parti? Où est mon parti? Quand les Ivoiriens souffrent, quand ils crient au secours, quand ils sont dépossédés de leurs terres et de leurs biens, de leur âme, de ce qu'il a le plus cher, le PDCI RDA a failli. Le PDCI RDA a failli. Et de toute façon, existe aujourd'hui un parti autonome comme le PDCI? Je ne crois pas, puisqu'il est un féodé, assujetti qu'il est aujourd'hui au RDR. Voilà qui fait mal aux militants de base. Mais ils sont sans voix. Et on nous dit qu'il faut respecter un d'entre nous, le président Bédié, parce que c'est le seul, le plus intelligent. Il est le président, il faut l'écouter. Tout ce qu'il vous dit, il faut le faire. Bon ou mauvais, nous devons le faire. Pauvre Afrique, pauvre Côte d'Ivoire. Voilà c'est à quoi nous sommes réduits. Alors, je refuse cette pratique. Alors, cette nouvelle constitution prévoit donc la création d'un Sénat et d'un vice-président. Ce sont des idées chères de votre parti, le PDCI RDA. Pourquoi êtes-vous contre aujourd'hui? Alors, vous vous rendez compte, le vice-président, puisque finalement, je me rends compte que c'était un amalgame, on est à cheval entre le système américain et français. Mais on dit un président et un vice-président, mais aux États-Unis, on recherche la légitimité des deux. Donc les deux font un ticket. Et c'est les deux qui se présentent au suffrage des Américains. Eh bien, vous avez, dans quelques jours, le vote aux États-Unis. Hillary Clinton a son colistier qui, si les deux sont élus, Hillary Clinton
si je ne me trompe pas, elle est la présidente et l'autre le vice-président. En ce qui nous concerne, nous avons fini les élections présidentielles. Le peuple ivoirien a voté M. Alassane Dramane Ouattara. M. Dramane dit, j'ai été voté moi, mais avant de partir, je vous donne mon héritier que je nomme. Et de façon exceptionnelle, je nomme celui-là et il devient président en cas d'empêchement absolu. Comment voulez-vous que le peuple souverain de Côte d'Ivoire accepte que quelqu'un qui n'a pas voté, eh bien, le commande? En clair, c'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens ne peuvent pas accepter ce recul-là. Ce recul démocratique ne peut pas être accepté. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un vice-président que nous refusons. Mais pourquoi on est si pressé? Pourquoi on n'attend pas 2020 si on veut faire les réformes? Il lui fallait faire les réformes en 2015, proposer donc un second, le vice-président, que les deux avaient été élus, oui, personne n'aurait crié. Mais alors, pourquoi on est si pressé? Alors, à cet effet, hein, 1 mois et demi, 2 mois pour rédiger donc la nouvelle constitution. Hein, il a fallu peut-être 4 jours aux députés pour décortiquer les articles de cette constitution et de l'amender. Hein, et puis 2 semaines, 3 semaines pour aller donc aux élections. On avait l'impression qu'il y avait quand même un peu, une volonté d'aller un peu vite. Hein. Comment expliquez-vous un peu cela? C'est pas l'impression, c'est ce qui s'est passé. Des experts. Donc, on passait 4 mois à rédiger un document qui arrive à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas beaucoup d'experts. Nous sommes 255 députés, il y a 5 qui sont décédés. Sur les 250, il n'y a pas beaucoup d'experts en la matière. Là où des experts ont passé 4 mois pour rédiger un document, nous aurions eu nous-mêmes besoin d'au moins 4 mois pour le décortiquer, pour le comprendre. Nous, députés d'abord, l'assimiler et aller ensuite éclairer le peuple pour lui dire voici le document. Les députés n'ont eu que 4 jours dans une procédure d'urgence. Pourquoi aller aussi vite? Pendant qu'on va si vite, il n'y a pas de chaîne de télévision ou de radio ou de journaux pour rendre compte. Notre RTI, la télévision, ne donne qu'une seule version, le oui aux Ivoiriens. Finalement, les Ivoiriens vous disent, on va voter oui, mais oui à quoi? Ils sont maintenus dans le noir, dans le flou. Cette volonté de museler le peuple et lui imposer une constitution. Il y a là quelque chose de suspect. Pourquoi cette procédure d'urgence? Pourquoi court-on? Pourquoi cache-t-on? Qu'est-ce qu'on veut cacher aux Ivoiriens? Il y a quand même quelques questions qu'on se pose et on ne peut quand même pas suivre aussi de façon moutonnière une telle procédure. Alors, selon des informations, les députés qui ont voté oui pour cette nouvelle constitution ont perçu des PDM. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? En tout cas, moi, on m'a refusé, donc, effectivement, ce PDM. J'ai été comme tout le monde. Nous avons été habitués, je pensais que c'était une tactique à la maison. À chaque vote aussi important, les députés sont mis sur le terrain pour expliquer la loi, et donc il y a une prime pour ça. J'ai été prendre ma prime comme tous les députés, on m'a signifié que je n'étais pas concerné. Après, il y a encore une deuxième prime qui était donnée, on m'a signifié encore que je ne suis pas concerné. Bon, c'est ce que je constate, comme si, justement, les primes qu'on donne, c'est pour soudoyer les députés, et qu'on veut nous dire, par cette façon de faire, que tous les députés n'ont pas le droit d'avoir un avis contraire à celui du chef de l'État, sinon, eh bien voilà. Alors, assurément, vous êtes vous êtes opposé contre, si vous voulez, la manière dont les choses sont allées, hein, et au niveau de la forme, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques avancées? Quelle avancée? Ah, mais je veux dire du fond, pas de la forme. La forme, je sais vous opposez à la forme, je veux parler du fond. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques avancées? En faisant l'école obligatoire, il y a pratiquement beaucoup d'articles. Oh, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on a besoin de l'écrit dans une constitution? Le point obligatoire a tout été obligatoire, monsieur, vous êtes ivoirien, vous êtes parti d'ici. Au fond, il n'a pas eu besoin de le dire dans la constitution. L'école est obligatoire. Pas tout le monde. Il y a la place. Tout le monde, c'est de la poudre aux yeux. La bonne place réservée à la femme, les handicapés et tout ça. Vraiment. La Constitution semble, de mon point de vue, quand même traduire l'âme d'un pays. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est pas
qu'on aille écrire dans un papier la place de la femme. La place de la femme à Côte d'Ivoire, en Afrique, elle est connue. La femme a toujours occupé une place centrale. Ce n'est pas de le dire dans une constitution pour dire qu'on avance. Je suis désolé. Alors maintenant que ce projet de constitution semble devenir peut-être la loi du pays, hein, qu'allez-vous faire, honorable? Mais je vais faire remarquer une chose. La constitution, en ce moment, celle qui est en vigueur, elle a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un large consensus déjà en 2000. En 2000, même le général Gueye militaire a eu le nœud creux à l'époque de mettre en place une assemblée constituante. Cette constitution a été votée par tous les partis politiques, y compris le RDR, Alassane Dramane Ouattara. Là où la constitution semblait faire l'unanimité en 2000, ça n'a pas suffi. En 2002, eh bien, il y a eu la guerre. On nous dit aujourd'hui, eh bien, tout c'est pour réparer cette situation. Doter la Côte d'Ivoire d'une constitution plus fiable pour garantir la paix et la stabilité pour toujours. Or, contrairement à 2000, cette fois-ci, vous avez des milliers d'Ivoiriens qui sont opposés et qui le manifestent, qui sont dans la rue. On ne prend pas la peine de les écouter. Déjà, dans le vote, il y a des boycotts. Il y a des boycotts et les peuples boudent l'élection. On va falsifier les chiffres, on va les gonfler d'accord, mais ça ne traduit pas la réalité. Et donc, au départ déjà, l'opposition du peuple est manifeste. Le peuple n'a pas adhéré à ce consensus. Qu'est-ce qu'on peut espérer demain? C'est une bombe à retardement pour les générations futures que nous sommes en train de poser. D'où ma question, qu'allez-vous faire, honorable? Avez-vous les moyens, certainement, de vous opposer à cette nouvelle constitution qui est devenue noire? C'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que je serai là demain, dans 5 ans? Est-ce que je serai là dans 10 ans? Est-ce que je serai dans 15 ans? Ou dans 20 ans, ou dans 25 ans? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Mais par-dessus tout, mais une loi, à l'imposer. Honorable, une loi, vous le savez très bien, est toujours dynamique. Il y a toujours la possibilité d'apporter des amendements si l'honorable un jour est président de la République, n'est-ce pas? Vous savez depuis quand les États-Unis se sont donné une constitution pour la dernière fois? Il y a pratiquement 200 et quelques années, hein, voilà. Il y a eu quand même quelques amendements. En Côte d'Ivoire, nous, chaque 5 ans, nous avons une constitution, par rapport à chaque président vient à sa constitution. Pourquoi? On peut toujours faire des amendements. Au niveau de la constitution américaine, il y a eu quand même des amendements aussi. Hein. Oui, vous parlez d'amendements. Oui. Vous parlez d'amendements, de révision. On ne parle pas de nouvelle constitution. Là, nous sommes dans la nouvelle constitution. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que la manière, donc, la Deuxième République, la constitution de la Deuxième République a été certainement, en guillemets, imposée. C'est après un coup d'État que vous-même vous avez critiqué. Vous-même, votre parti était sous-représenté. Hein? Est-ce que là aussi, il y avait l'unanimité, comme vous êtes en train de le faire dire? Écoutez, je dis que tous les partis, pour ce que c'est l'histoire quand même de mon pays, vous fouillez donc l'histoire, vous regardez nos archives, tous les partis politiques ont appelé à voter cette constitution à l'époque. Je ne connais personne, aucun Ivoirien qui s'est opposé à ça. À moins que vous me dites, là, que les gens étaient en chemin. Je ne crois pas du tout. Mais le RDR dit qu'ils ont appelé à voter pour l'article 35 qui disait le ou, alors qu'ils disent qu'à 72 heures avant donc le vote, le général Gueye a changé le ou en et. Et ils ont fait donc la publicité en disant que le RDR avait voté pour la nouvelle constitution. Que répondez-vous par rapport à ça? C'est trop facile de vouloir tronquer l'histoire. À 72 heures, le général Gueye a changé le et en ou, le ou en et, mais le RDR avait tué sa voix. Pourquoi on n'a pas entendu la voix du RDR à 72 heures pour dire non, le ou a changé et que nous ne sommes plus d'accord? Arrêtez, attendez, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour falsifier l'histoire. Et finalement, de toute façon, M. Jacques Roger, quand vous regardez bien l'évolution des choses, moi j'ai été candidat en 2015, en même temps que M. Alassane Dramane Ouattara. Nos dossiers de candidature ont été examinés à la lumière des dispositions de la Constitution actuelle et donc y compris de l'article 35. Ouattara a pu être candidat et lui-même a reconnu que cette élection-là a été une élection apaisée, la plus apaisée de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 1990. Alors, l'article 35 n'a pas été modifié, pourtant, Ouattara s'est présenté. J'en suis à me demander si on n'a pas fait un faux procès à cet article, puisque son existence n'a pas empêché Ouattara d'être candidat et ça n'a pas envoyé la guerre en 2015. D'où vient qu'on nous fait croire aujourd'hui aux Ivoiriens que cet article-là a été l'article qui a créé la guerre ou qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire? C'est des histoires qui ont faux procès.
Un faux C'est procès. un faux procès. Alors, honorable, vous avez dit qu'on nous cache beaucoup de choses. Hein. Avez-vous l'impression que M. Ouattara pourrait se présenter en 2020, surtout avec l'article 177 qui permet aussi à M. Ouattara d'interroger donc non seulement l'Assemblée nationale et avec les 2/3, hein, on peut amender certainement donc la Constitution. Mais bien sûr que M. Ouattara est candidat en 2020. Ah, vous le dites. Sauf que, ah oui, mais je vous le dis, Ouattara est candidat en 2020. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ouattara, Pourquoi vous oui, c'est Ouattara qui est la leçon de l'histoire. Il regarde ce qui se passe autour de nous. Il ne veut pas faire comme Blaise Compaoré ou les autres qui attendent la veille des élections pour changer les règles du jeu. Il prend soin de le faire 4-5 ans avant. Et puis quand arrive le moment des élections, il est candidat tout simplement. Avez-vous l'impression que votre parti, M. Arif Konambédié, devient le dindon de la face? M. Arif Konambédié, avec les accords de Daokro, a été clair que M. Ouattara promettait donc le pouvoir à votre parti. Oh, écoutez, je me suis largement prononcé sur cette affaire-là. Je vous ai toujours dit que la naïveté politique, la naïveté n'a pas sa place en politique. Et puis la politique, ce n'est pas de la tontine. Vous pensez que cette fois-ci c'est ton tour et que la prochaine fois c'est mon tour, ça n'existe pas. S'il y en a qui y croient, ils y croient, mais moi, je n'y crois pas. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Avant de vous laisser partir, nous allons prendre peut-être une ou deux questions et puis certainement donc vous libérer. On va aller du côté donc de Yves Bambara. Yves, allez-y pour votre question. Moi, je vous suis depuis que vous avez pris l'engagement politique en Côte d'Ivoire. Je vous suis et je vous félicite. Mais toutefois, moi, j'ai des remarques ou bien des inquiétudes. Il semble que quand on vous suit, c'est comme si vous êtes surpris de ce qui arrive en Côte d'Ivoire toujours. Êtes-vous réellement préparé politiquement ou bien vous êtes surpris de ce qui arrive? Ah non, je ne comprends pas très bien, je ne vous suis pas. Voilà, j'allais bien repréciser. Réellement, qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Je voulais dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement semble vous surprendre. Bon, non, pas du tout. Puisque l'honorable, il a toujours critiqué. Hein, il a toujours critiqué. Je pense qu'il a... J'ai toujours été à la pointe du combat. J'ai toujours été avant-gardiste. Et j'ai toujours prévenu, j'ai toujours tiré la sonnette dans l'arme. Eh bien, dans mon projet que j'ai porté lors des dernières élections, j'ai essayé de faire comprendre aux Ivoiriens que le temps est venu. Qu'on ne passe pas notre temps à attendre tout de l'extérieur, des dons de l'extérieur, que nous pouvons compter sur nous-mêmes. Un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez Abidjan, qui est 2-3 fois plus grand que Dubaï. Comment vous expliquez que les Ivoiriens passent leur temps à faire leurs emplettes à Dubaï, dans une localité où il ne pleut pas, alors que chez nous, il pleut abondamment. Nous avons tout à portée de main. J'ai expliqué aux Ivoiriens comment on peut s'enrichir par ne serait-ce que le manioc et la tiété. Au départ, qu'est-ce qu'on a voulu faire croire? Oh, Kakabe n'est pas... Voilà, oui, il est ridicule, il fait la honte, la génération, voilà. Ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, eh bien, on vous dit que la Chine est le premier pays producteur d'attiqué au monde. Est-ce que ce n'est pas une aberration? Nous avons beaucoup de choses à faire. Et donc, je suis toujours, moi, à la pointe du combat. Et j'essaie de tirer chaque fois la sonnette d'alarme. Je ne peux pas être un homme qui est surpris par les événements. Bien au contraire. J'essaie de prévenir. Voilà, merci Yves. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais puisqu'on n'a pas assez de temps, hein, on va prendre la question donc de M. Lamine Touré. Allez-y, Lamine. Pas de commentaires, mais des questions, s'il vous plaît, Lamine. Oui, bonsoir honorable, bonsoir à Jacques Rouget, à tous les auditeurs. Je vais revenir sur une question que Jacques Rouget vous avez posée tantôt, en disant que est-ce que vous n'êtes pas finalement un rebelle par rapport au PDCI. Et je donne les apports. En 2010, en 2015, quand le PDCI demande de s'habiller derrière le président Ouattara, vous ne l'acceptez pas, vous vous présentez comme candidat. En 2016, le PDCI demande de voter pour la nouvelle constitution, vous vous y opposez. Maintenant, finalement, est-ce que vous ne craignez pas que, au moment de votre choix, du choix du PDCI à l'élection parlementaire, est-ce que vous ne craignez pas que vous ne soyez pas celui-là que le PDCI va choisir, puisque vous vous êtes opposé aux décisions du PDCI depuis un certain moment? Et si tel est le cas, si vous n'arrivez pas, je veux dire, si vous n'êtes pas celui qui sera choisi,
quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez vous présenter en indépendant ou voilà? Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Merci. Je milite dans un parti qu'on appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le Parti démocratique, Rassemblement démocratique africain. 2 fois le mot D, donc 2 fois le mot démocratie. La démocratie suppose au moins le débat d'idées. Pour animer le parti, il faut le débat d'idées. Ce n'est pas du militantisme moutonnier que nous devons cultiver. Je dis, nous sommes des humains. Une seule intelligence ne peut pas suffire pour gouverner le monde. Et un parti comme le PDCI-RDA. C'est à force plutôt de nous frotter les uns aux autres, de débat, que justement nous adoptons la bonne ligne qui convient aux Ivoiriens. Donc je suis dans mon rôle en étant ouvert au débat et au dialogue en interne au PDCI-RDA. Maintenant, je vais vous apprendre une chose que vous savez certainement. Eh bien, en politique, la mère de toutes les batailles, c'est l'élection présidentielle. Chez nous, l'élection présidentielle a lieu chaque 5 ans. Et un parti sérieux qui occupe le terrain avec ses militants, eh bien, prépare ce seul rendez-vous, l'élection présidentielle. Comment vous expliquer à vous-même et aux militants que vous avez entraîné pendant 5 ans dans l'élan, n'est-ce pas, de cette élection, que le moment venu, vous décidez d'aller choisir un candidat d'un autre parti pour représenter les intérêts de votre parti. Et M. Bédier, que je respecte, que j'ai soutenu en 2010, a dit devant toute la nation qu'il était à son dernier combat. Est-ce à dire que si M. Bédier n'est plus, eh bien, dans l'arène, et qu'il ne peut plus se présenter, il n'y a plus de cadre compétent au PDCI-RDA pour conduire notre parti à une victoire, au point d'aller recruter un candidat d'un autre parti, le RDR. Eh bien, je vous le dis une bonne fois pour toutes. Alassane Dramane Ouattara est militant du RDR et je le respecte. Et il sait très bien que je le respecte. Il sait très bien que je n'ai rien contre lui. Que le RDR le choisisse comme son candidat, c'est ce qui est normal. Mais qu'il soit le candidat du PDCI-RDA, ça me pose un problème. Et le dire, alors même que nous avons été à un congrès. Pour votre information, tous les militants se sont réunis et le congrès est l'instance suprême du parti. Souverain. Le congrès a décidé que le PDCI-RDA est un candidat. Mieux, le congrès a précisé que cela devait être un militant actif. Est-ce que moi, M. Ouattara est un militant actif du PDCI? D'où vient que, après qu'on ait pris une telle décision, M. Bédier retiré tout seul chez lui à Daoukro, prend une décision contraire. Et on nous demande d'accepter ça. Ah, monsieur, je vous demande. Ce n'est pas possible. Ce dont le PDCI a besoin, c'est d'une révision de la Constitution et non d'une nouvelle Constitution. Nous l'avons tous écouté. Comment vous expliquer qu'entre-temps, on change d'avis et on demande de suivre parce que M. Bédier a dit. Si pour toutes ces questions, pour toutes ces raisons, on va me faire un chantage politique en disant que je ne peux pas être le candidat du PDCI-RDA, je prendrai acte. Mais croyez-moi, je suis moralement et psychologiquement préparé à toutes ces situations. Et croyez-moi, si je ne suis pas retenu dans ces conditions-là, alors, je l'ai déjà dit et tout le monde le sait, je suis candidat indépendant. Si j'étais candidat indépendant à l'élection présidentielle, ce ne serait pas surprenant que je sois candidat indépendant et bien législatif à Fort-Boué. Voilà, merci beaucoup. Alors, je sais que Lamine Touré, vous n'êtes pas satisfait, c'est bien ça, hein? Mais malheureusement, on n'a pas assez... Il peut toujours demander, hein. Voilà. Alors, Lamine Touré, exceptionnellement, allez-y pour rapidement exceptionnel. Je comprends bien ce qu'il dit et sa logique. Je le suis. Mais quand il dit que, par exemple, que c'est le débat démocratique, le débat d'idées qui va prendre dans un parti politique, moi je suis d'accord avec lui. Mais par la suite, malgré vos prises de position, je pense que quand votre parti décide de allez-y à la question, Lamine. Je pense qu'il serait mieux, qu'il aurait été mieux de suivre votre parti, parce que finalement, c'est comme si vous êtes esselé. À l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de personnes qui vous avez... D'accord. Merci. Comment ça s'appelle? Au terme du débat démocratique, ceux-là se sont rétractés. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes seul dans votre prise de décision et que finalement, vous risquez d'être celui-là même qui va prendre les pots cassés en tout cas de cette
prise de position unilatérale. D'accord, mais avant qu'il ne réponde à la question, puisque c'est la suite de l'autre question qu'il a posée, je vais permettre à l'OS aussi de poser aussi sa question, et puis Honora, vous allez prendre les deux ensemble. Hein. L'OS, allez-y pour votre question, rapidement. Alors, bonsoir Jacques, bonsoir honorable. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Très bien, oui. Ok, honorable, moi j'ai un problème. Est-ce que dans ce pays de Côte d'Ivoire, y a-t-il des autochtones ivoiriens ou bien il n'y a que des étrangers en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des autochtones dans ce pays et des étrangers? Ou bien nous sommes tous des autochtones, ou bien nous sommes tous des étrangers? D'accord. Merci honorable. Hein, avec sa question, c'est-à-dire Madame la maire donc d'Odiéné, hein, a été clair qu'il n'y a pas donc d'Ivoiriens donc d'origine, hein, si on veut voir dans ce pays. Hein. Allez-y honorable pour les deux questions. Alors, je voudrais dire au premier que c'est un proverbe de chez nous qui dit « La goutte d'eau qui tombe goutte après goutte sur le rocher le plus dur finit toujours par le percer ». Et je voulais le ramener à deux exemples. Eh bien, l'exemple de Galilée et l'exemple de Jésus-Christ. Christ a été pourtant crucifié. Aujourd'hui, faites le tour du monde, vous verrez les églises catholiques comment elles prospèrent et combien ils sont nombreux, les fidèles catholiques. Or, donc, Christ avait raison. Et pourtant, Galilée disait que la terre tournait autour du soleil. Ah, et bien, Galilée, vous connaissez, le soir lui a été réservé. Et pourtant, la terre tourne, c'est ce qu'il dit, Galilée. Je crois que j'ai ma part, je détiens ma part de vérité. Je n'appelle pas la vérité absolue. Tant que je suis convaincu que je suis dans le vrai, tant que je suis convaincu que je défends les positions, ceux du peuple de Côte d'Ivoire, que je sois seul ou pas, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Eh bien, ces positions finiront un jour ou l'autre par triompher. C'est pourquoi je suis constant et je reste égal à moi-même. Je ne milite pas forcément pour des gains ou des intérêts égoïstes. Je ne me pose même pas la question de savoir si je vais être retenu par mon parti ou qu'est-ce que je gagne en retour de tel ou tel acte que je pose. Mes convictions ne varieront jamais en fonction de mes intérêts personnels. Parce que je ne suis pas venu en politique pour des intérêts personnels, mais je suis venu, c'est un sacerdoce pour moi, de mettre au service de l'intérêt général, l'intérêt d'un peuple. Maintenant, dire qu'il n'y a pas d'autochtones en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas d'Ivoiriens d'origine, je sais qu'une seule chose, nous sommes un peuple, dit-on, hospitalier. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? C'est parce qu'il y en a qui existaient là et qui accueillent d'autres. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'Ivoiriens d'origine. Je renvoie tous ceux qui le disent à leur cours d'histoire pour comprendre le peuplement de notre pays. Ce sont là quelques façons de faire ou de parler qui mettent les Ivoiriens en conflit avec ceux qu'ils ont eux-mêmes accueillis et avec qui ils vivent depuis des décennies. Nous avons notre histoire à assumer. Le problème de la Côte d'Ivoire ne se pose pas en ces termes. C'est vrai. Quand on a accueilli des frères de la sous-région, c'est la philosophie du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui ne voulait pas construire un oasis de prospérité dans un immense désert de pauvreté ou de misère. Nous avons accueilli nos frères et ensemble, nous avons bâti ce pays. Ceux qui étaient là il y a de cela des centaines d'années, qui ont fait leurs enfants, qui sont nés chez nous, qui ne connaissent mieux par ailleurs que la Côte d'Ivoire. Évidemment, ceux-là sont ivoiriens. C'est un problème qui peut se régler en dehors des armes, en dehors de l'imposture, en dehors des injures, en dehors du mépris. On s'assoit et on discute. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand même, l'Afrique, c'est pas autre chose. Nous avons nos coutumes, nous avons nos us. À nous, il faut expliquer à nos parents que ceux qu'ils ont accueillis hier, leurs enfants, sont ici, sur leur sol, sont ivoiriens, pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas en leur faisant la guerre. Ce n'est pas entre le fusil qu'on reste pour le blanc. Voici le fond du débat ivoirien. Tout s'explique pour qu'on comprenne que le monde évolue, tout est dynamique. Il faut qu'on explique les choses. On ne s'impose pas et on n'impose pas aux autres. D'accord. Merci, honorable. Nous allons prendre 3 questions et puis on va vous libérer. Hein. On va rapidement du côté d'Almami Karamoko. Almami, allez-y pour votre question. Hein. Ouais, merci, hein. Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, honorable. Merci, honorable. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci pour... À la question, allez-y à la question, on n'a pas assez de temps. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions à répondre pour vous. Hein. D'accord, merci. On reviendra dans le commentaire tout à l'heure. À vous donner. Non, on reviendra dans le commentaire tout à l'heure, Almami.
On reviendra dans les commentaires tout à l'heure. Merci. Voilà, merci. Lamine Condé. Merci beaucoup, honorable. Que Voilà. Dieu te bénisse. Merci. Voilà, merci. Amen. Amen. Merci. Lamine Condé, allez-y rapidement la question. Merci, M. Jacques, vous m'entendez? Oui, on vous entend rapidement, allez-y. Ah, d'accord. Bon, Jacques, moi, je voudrais demander à Luna, bonsoir à lui. Il a dit quelque part bon, il a porté une loi accusateur sur le député, comme quoi ceci se prononce sur cette constitution, il dit que ce n'est pas leur rôle. Alors, si ce n'est pas le rôle des députés de voter un projet de révision de la constitution, alors je voulais demander à l'honorable qu'est-ce qu'il pense de l'article 124 de la constitution du 23 juin 2000 de votre pays. L'article dit quoi, en Donc, substance? L'article dit quoi? Qu'est-ce que l'article dit pour ceux qui nous suivent? Alors, vous prenez l'article 124 de votre constitution, Mhm. qui dit que l'initiative de révision de la constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. D'accord. Alors, il dit que ce n'est pas le rôle des députés de se prononcer sur l'adoption de la constitution. D'accord. Alors, je vais lui envoyer aussi l'article 725, s'il veut, je peux l'expliquer. Oui, allez-y, allez-y. Alors, merci beaucoup, honorable. Alors, vous disiez que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, selon vous, c'est simplement voter la loi et puis contrôler les actions du gouvernement. Est-ce que vous permettez, Jacques, vous permettez une chose? Oui, allez-y. Jacques, vous permettez? Oui, allez-y. Vous avez lu l'article 120. Vous avez dit l'initiative de la révision de la Constitution. 25. 124. L'initiative de la révision de la Constitution, vous avez dit. Allô? Excusez-moi, honorable, vous dites quoi? Qu'est-ce qui est écrit? L'initiative de la révision de la Constitution. Oui? L'article 124 de la Constitution Oui. du 23 juin 2000 de la Côte d'Ivoire dit que Quoi? l'initiative Oui. de la révision constitutionnelle appartient complètement bien. au président de la Très bien. République et aux députés. Vous parlez là de la révision constitutionnelle. Nous ne sommes pas dans un cas de révision constitutionnelle, nous sommes dans un cas de nouvelle constitution. Ce que dit justement notre... Je viens. Non, je vous vois au mot maintenant avant qu'on avance. Pour ne pas faire d'avant-garde. Ce que la constitution ivoirienne a prévu, le président de la République a l'initiative avec les députés de la révision constitutionnelle. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce que je dis, je ne dis pas autre chose. Or là, nous ne sommes plus dans la révision constitutionnelle, nous sommes dans la situation de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, vous permettez? On est d'accord là-dessus, hein? Oui, on est d'accord sur... Alors, Lamine, allez-y rapidement, hein, rapidement, oui. Oui, si vous faites... Jacques, je permettez, moi, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Maintenant, s'il s'agit de proposer une nouvelle constitution, et très honorable, et quand vous prenez l'article 43, par exemple, qui dit que le président de la République peut proposer peut réviser n'importe quelle loi de la République. Maintenant, à ce niveau, lorsque le président de la République décide de proposer une constitution, vous dites que la forme elle ne tient pas. Oui ou non? Alors, attends, rappelez-moi le nom, s'il me plaît. C'est Lamine Condé. Monsieur Lamine Condé. Après, vous-même, vous pouvez après tout ça relire les passages en question, les articles en question. Pour être honnête devant tout le peuple qui nous suit, qui nous écoute, notre constitution qui est encore en vigueur n'a pas prévu le cas d'une nouvelle constitution. Parce que je crois que les Ivoiriens savent très bien, nous sommes tous d'accord, qu'en l'espèce, il y a une procédure qui dit recourant au peuple, en amont comme en aval. Donc, ce qui est prévu, c'est la révision de la Constitution. Si nous étions dans le cas d'une révision constitutionnelle, je ne serais jamais opposé. Ce que je veux dire en un mot, qu'on soit africain, il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes.
faisons comme les autres. Respectons notre loi fondamentale, notre constitution. Or là, nous ne sommes pas dans le respect de la constitution. Nous sommes carrément en dehors et nous faisons autre chose. Cette autre chose-là, ça s'appelle tordre le cou à la constitution, donc un coup de force constitutionnelle. D'accord. Voilà. Ma position, c'est pas autre chose. Non, merci, Lamine, on n'a plus de temps, merci. Non, on vous a parfaitement compris. Pasteur Nda, merci. Merci, Lamine Condé, merci. Pasteur Nda, allez-y, allez vos questions, on n'a plus assez de temps. Pasteur Nda, allez-y rapidement votre question. Pasteur Nda, ou bien Laurent Guéhi, allez-y rapidement votre question, Laurent. Merci, Jacques. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, est-ce que pour le bien-être d'un peuple, on a besoin de suspendre le salaire des députés qui s'opposent à cela? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une idée derrière cette histoire de constitution? Est-ce qu'on a parlé de suspendre le salaire? On avait parlé de per diem, ce qui n'a rien à voir avec un salaire, je pense bien. À moins que... Ce n'est pas aussi différent. Ah bon, d'accord, bon. Voilà. Okay. Si la prime qu'on donne, c'est le bon vouloir du chef, vous qui êtes aux États-Unis, vous vous rendez compte de comment fonctionnent ici nos institutions. Donc, mais alors, on donne quand le chef est content. Donc, on peut faire... On la donne quand on a fait sa volonté. Mais on peut faire une différence entre un père... Il y a séparation des pouvoirs. Oui, mais on peut faire une différence entre le per diem et puis le salaire, honorable. On peut, non? Le per diem, on parle de prime. Prime, bon, d'accord, ok. Faut pas réduire la déficit à ça non plus. Bon, d'accord, voilà. Adjeyi, allez-y, Allez-y, Adjeyi. Alors, oui, honorable, est-ce que un président peut imposer sa volonté au peuple quand on sait que le pouvoir appartient au peuple? Est-ce qu'on peut imposer ses idées à ce peuple? Est-ce qu'en le faisant, n'y a-t-il pas un anguille sous roche? Écoute, vous êtes en ce moment en campagne aux États-Unis, vous suivez tout. C'est les grandes démocraties du monde. On n'impose rien au peuple. C'est parce que le peuple ne peut pas, les 22 millions d'Ivoiriens ne peuvent pas gouverner, eh bien qu'ils confient la tâche de gouverner à un d'entre nous. Mais celui-là ne peut pas se substituer au peuple. C'est pourquoi on dit que le pouvoir est au peuple. Et vous voyez ce qui se passe ailleurs. Malheureusement, sous nos cieux, sous nos tropiques ici, c'est tout le contraire. Et depuis que je participe aux émissions de Jacques Roger, je suis constant. J'ai toujours dit la chose suivante. Et ce qui me choque davantage, et pourquoi j'ai mal à l'Afrique ou à mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas que nos devanciers, nos grands-parents, nos parents aient consenti autant de sacrifices, autant d'efforts à nous mettre à l'école. Nous avons fréquenté les mêmes universités, les mêmes grandes écoles que les autres, qui gouvernent comme on voit, ils gouvernent chez eux. Et qu'à la pratique chez nous en Afrique, nous sommes toujours à bricoler, pauvre Afrique, pauvre de nous. Voilà. Voilà qui me fait mal. Voilà. On est avec vous. Merci beaucoup, honorable. Voilà, avant de vous laisser partir, donc votre mot d'espoir. Voilà, honorable. Vous êtes... Écoutez, moi, je me réclame de la philosophie politique de Félix Houphouët-Boigny. Et Houphouët, le dialogue, dit-on, c'est l'arme des forts et non l'arme des faibles. Encore une fois, je m'adresse au président Ouattara pour lui dire, quand on regarde tous le contexte dans lequel la nouvelle constitution est en train d'être adoptée, moi je crains pour demain. Il est encore possible de rester conforme à nos traditions de pays de paix et de dialogue. On peut toujours dialoguer, on peut toujours s'asseoir. Si tel est que nous sommes mus par le désir de servir les intérêts des Ivoiriens, que nous aimons, et si on aime la Côte d'Ivoire, eh bien ce n'est pas de la faiblesse. Il ne faut pas mépriser les autres. Tous ceux qui s'opposent, c'est leur droit, dans la démocratie, de s'opposer. Prenons la peine de les écouter. Asseyons-nous avec eux, écoutons-les. Écoutons-les, c'est encore possible. Pour voir si on peut encore réajuster les choses et recourir au consensus indispensable, et bien à l'avancée, n'est-ce pas, de ce débat-là. Vraiment, sur ces mots-là d'espoir, et je suis convaincu que c'est encore possible, je vais y croire,
parce que je ne désespère pas de nos hommes politiques, que je voudrais encore une fois vous remercier de m'avoir invité à cette autre émission. Bonjour à tout le monde et merci. Voilà. Merci beaucoup, honorable. En tout cas, portez-vous bien. Hein. Au revoir. Au revoir, Jacques.